monde, mon nom est Patrick Benoît. Je travaille en tant que conseiller scientifique à la TELUC et je suis responsable de l'organisation des webinaires et du transfert des connaissances au sein du réseau Reboisement Viniculture Québec, le 2RLQ, avec mon collègue Raed El-Ferjani qui en est le coordonnateur. Donc, au nom de mes collègues, je vous souhaite la bienvenue. Je vais animer le webinaire aujourd'hui et ce webinaire va être enregistré. La vidéo sera mise sur le site du réseau prochainement. Donc, avec cette nouvelle série de webinaires que nous démarrons maintenant, ce que nous souhaitons, c'est donner l'occasion aux chercheurs de parler du réseau, enfin des chercheurs du réseau de parler de leur projet, pardon, et ainsi de faciliter le transfert des connaissances avec les autres membres. Nous souhaitons également privilégier les jeunes chercheurs et chercheuses, qu'ils ou qu'elles soient à la maîtrise, en doctorat ou en postdoc, et leur donner la chance de présenter leurs travaux de recherche à la communauté. Donc, chaque webinaire sera dédié à un des 7 thèmes expertise du réseau, et les présentations pourront être données en français ou en anglais. Donc, nous projetons de proposer ces webinaires sur une base mensuelle et nous envisageons aussi d'inviter des représentants de nos partenaires à venir faire des présentations. Alors, nous visons des webinaires assez courts, au maximum 1 heure, avec l'intervention de 2-3 personnes qui feront une présentation de 10 à 15 minutes, suivie d'une courte période de questions de 2-3 minutes. Et ce sera le ou la responsable de chaque thème qui introduira les présentateurs et qui viendra en soutien pour les questions posées. Donc, je vais d'abord donner la parole au professeur Nicolas Bélanger, de l'Université TELUC, qui est le co-directeur scientifique du réseau, à venir nous dire quelques mots. Nicolas, tu as la parole. Bon, bien, merci Patrick. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici ce matin à notre premier webinaire du 2RLQ. Donc, comme Patrick le mentionnait, je suis Nicolas Bélanger, je suis professeur à l'Université de TELUC, co-directeur scientifique aussi du 2RLQ, pardon, avec mon bon collègue Nelson Tifo, là, qui est au Centre canadien sur la fibre du bois à Québec. Le réseau est supporté depuis 1 an environ par le FRQNT ainsi que plusieurs partenaires de l'industrie forestière, de l'industrie minière, ainsi que de différents paliers gouvernementaux. C'est une subvention de 3 ans qui est renouvelable. Qu'est-ce que fait exactement le 2RLQ? Bien, en fait, c'est un réseau de transfert. C'est un réseau qui contribue principalement à l'essor de plantation d'arbres, tant en milieu forestier, dans une perspective d'augmentation de la productivité forestière, que pour le développement et le maintien des infrastructures vertes et la restauration écologique de sites perturbés et anthropisés, dont le webinaire aujourd'hui. Il compte l'expertise, la collaboration de 20 chercheurs qui proviennent de 8 universités, de 2 centres gouvernementaux. Et les activités du réseau vraiment se manifestent autour de 7 grands thèmes qui sont menés pour chacun des thèmes par des leaders. Les thèmes sont la croissance et le rendement des plantations, la restauration écologique de sites perturbés anthropisés, les plantations de résilience, la phytorémédiation et la production de produits biosourcés, l'amélioration génétique et l'adaptation, la valorisation des matières résiduelles fertilisantes et la séquestration du carbone, et finalement la transformation des bois et la chaîne de valeur. Donc, je vous invite à visiter le site web. Toute l'information est présente. Donc, le site web, l'adresse est 2rlq.teluc.ca, donc 2rlq.teluc.ca. Vous avez toutes sortes d'informations incluant toutes sortes de fiches techniques, de webinaires préenregistrés, etc. Donc, merci d'être là. Je cède la parole à nouveau à Patrick. Oui, merci Nicolas. Donc, comme tu le disais, le webinaire d'aujourd'hui a concerné le thème de la restauration écologique des sites perturbés anthropisés. Et il va être conduit par la professeure Marie Guitoni de l'Institut de recherche en mines et en environnement à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et dont un des principaux champs de spécialisation est la végétalisation et la restauration des sites miniers. Donc, nous allons voir les présentations de 3 étudiants, Alex Proto, Mohamed Kadetou Cissé et Laurence Grimont, sur 3 projets de restauration écologique de sites miniers en Abitibi-Témiscamingue et en Chaudière-Appalaches.
Et à la fin de chaque présentation, vous pourrez poser vos questions avec l'outil questions-réponses. Donc, Marie, est-ce que tu pourrais introduire Alex pour la première présentation? Oui, merci Merci. Patrick. Bonjour à tous. Je vais juste faire une petite introduction en lien avec les présentations et le thème de la restauration écologique des sites anthropisés. Vous savez tous que les forêts fournissent des services écologiques importants, notamment des services culturels, des services de régulation comme la fixation de carbone, qui va aider à compenser les émissions de CO2 liées aux activités humaines, d'où l'importance de reboiser les sites dégradés par des perturbations ou les activités anthropiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au reboisement de sites miniers pour restaurer ces services écologiques. Ce qu'il faut savoir sur les sites miniers, notamment les aires d'entreposage des rejets miniers, c'est que lorsque ces rejets ne génèrent pas de contamination, on peut faire un reboisement directement sur ces rejets et envisager de restaurer des services écologiques comme la fixation de carbone, par exemple. Ça, c'est Laurence qui va nous en parler dans son projet. Mais lorsque ces rejets génèrent de la contamination, il est nécessaire de restaurer les sites avec des techniques d'ingénierie qu'on appelle des recouvrements miniers. Et ces recouvrements, s'il y a présence d'arbres sur ces recouvrements, ça peut venir interférer avec la performance de la restauration et la capacité du recouvrement d'ingénierie à contrôler la contamination associée au rejet minier. Et ça peut être parfois difficile à concilier avec la restauration de services écologiques. Alex va vous parler de ce thème et Mohamed aussi. Donc, je vais commencer tout de suite par introduire la présentation d'Alex. Je vais aller chercher le thème. Donc, Alex Proto est un étudiant au doctorat en sciences de l'environnement à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il travaille sous ma direction et la codirection de Bruno Bussière et d'Abdel Kabir Maksoud, tous deux professeurs aussi à l'UQAT. Et il va vous parler de l'analyse des flux d'oxygène à travers une couverture à effet de barrière capillaire colonisée par des racines. Alex, à toi la parole. Alors bonjour, alors je vais partager mon écran pour qu'on puisse avoir la présentation. Ici, voilà. Donc, alors comme Marie l'a mentionné, je vais parler des flux d'oxygène à travers les couvertures à effet de barrière capillaire. Bon, ici on a un petit plan de la présentation, plan classique, introduction, objectif, méthodologie, résultats, conclusion. Donc, comme on mentionnait, il y a certains problèmes qui sont reliés à l'entreposage des résidus miniers, comme la production de drainage minier acide. Le drainage minier acide, au fond, c'est dû à l'oxydation des sulfures qui sont dans les résidus. Donc, on a besoin de trois composants pour la formation du drainage minier acide, l'oxygène, les sulfures et l'eau. Dans un climat humide comme celui de l'Abitibi-Témiscamingue où l'étude a été faite, c'est difficile de limiter l'eau de s'infiltrer puisqu'on a des grosses précipitations. Donc, généralement, on vise à limiter l'entrée d'oxygène. Puis pour ce faire, il y a des méthodes qui existent comme les couvertures à effet de barrière capillaire, les CEBC. C'est quoi une CEBC? Au fond, une CEBC, comme Marie disait, c'est un type de recouvrement multicouche. C'est fait avec des matériaux qui sont naturels, au fond, des matériaux sols comme du sable, du silt, du gravier. Et puis, c'est un recouvrement qui possède plusieurs couches et dont une couche de protection, une couche de rétention en eau et une couche de briques capillaires. La couche de rétention en eau est une couche qui est faite avec un matériau fin, donc un matériau qui va retenir l'eau. Et puis, la couche de protection, la couche de briques capillaires sont faits avec des matériaux plus grossiers et l'eau va la traverser plus rapidement. Puis, au fond, comment ça fonctionne? Le brique capillaire se vide d'eau rapidement. Puis, une fois que l'eau a quitté le brique capillaire, sa conductivité hydraulique, sa capacité à faire traverser l'eau devient très, très basse. Donc, l'eau qui est dans la couche de rétention reste emprisonnée dans celle-ci. Puis, comme l'oxygène a la difficulté à traverser l'eau, c'est comme ça qu'on limite l'entrée d'oxygène. Puis, pour voir la performance d'un recouvrement comme ça, on peut faire un test de consommation d'oxygène. Donc, c'est un cylindre qui est inséré dans la couche et puis on va voir au fond comment ça fonctionne par la suite. Avec le temps, par exemple, il peut y avoir une colonisation par la végétation.
Puis cette végétation-là, généralement, c'est quelque chose qu'on veut avoir, mais elle pourrait avoir un impact sur la performance de la CBC et donc venir nuire, venir peut-être aider à la production de DMA, ce qu'on ne voudrait pas. Donc, c'est important de vérifier si elle fonctionne bien. Comme on le sait que les racines peuvent atteindre la couche de rétention, c'est important de vérifier est-ce que la performance est maintenue de la CEBC. Donc, l'objectif principal ici, c'est d'étudier les flux d'oxygène dans la couverture à effet de barrière capillaire. Puis, les sous-objectifs, c'est d'évaluer la migration de l'oxygène avec un test de consommation, comme je mentionnais précédemment. Calculer le flux d'oxygène. Est-ce qu'au fond, l'oxygène est ralenti assez pour pas qu'il y ait de production de DMA? Puis, analyser l'impact de la présence. Est-ce que la présence ou non de racines a réellement un impact sur ce flux d'oxygène? Le site qui a été utilisé, c'est un site qui est une CBC qui a été construite en 1999 sur un parc à résidus abandonné du site minier de Lorraine au Québec, donc dans le nord du Témiscamingue. Ce site-là, au fond, a été abandonné et c'est le ministère qui a dû le restaurer. Puis, avec l'aide de l'UQAT, il y a eu une CBC qui a été installée. La végétation, c'est le domaine du sapin baumier, bouleau jaune. Et puis maintenant, aujourd'hui, comme on peut le voir sur les images, la végétation est revenue. Puis donc, c'est un bon site pour étudier ce problème. Puis ici, on voit la composition de la CEBC. On a une couche de protection de 30 cm de sable et de gravier, couche de rétention en eau 50 cm faite de silt, et puis une couche de brique capillaire de 30 cm qui est faite en sable. Donc, d'abord, on a sélectionné les espèces les plus présentes sur le site, donc le peuplier baumier, l'aulne rugueux, le saule de l'épinette noire. Et puis, sous des individus matures, on a fait nos tests, puis c'est là qu'on a fait aussi notre échantillonnage. Dans notre échantillonnage, on avait, sur l'image, on voit les petits échantillons bleus, c'est des échantillons P, c'est avec eux qu'on a pris notre porosité. Et puis, les rouges ont été des échantillons plus gros. Ces échantillons-là ont été passés dans un tamis pour conserver les racines. Et puis, les racines ont ensuite été scannées, puis les images ont été analysées à l'aide d'un programme pour avoir les différents paramètres qui ont été analysés. Comme par exemple le root length density ou la densité de longueur racinaire, qui est la longueur de racine sur le volume d'échantillon. Ici, on a les résultats rapidement pour ces échantillons-là. Donc, la porosité, le N, ne varie pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. Le degré de saturation, quand même élevé, puis ça aussi ne varie pas beaucoup, mais la quantité de racines varie beaucoup dans le sol, dépendamment de où l'échantillon a été pris. Ça, c'est intéressant parce que, pour nous, au fond, ces paramètres-là sont importants de rester stables pour que la couche soit, le recouvrement soit pareil partout, mais avec la variation des racines, on va pouvoir avoir des résultats qu'on va pouvoir comparer. Donc, pour les essais de consommation d'oxygène, comme je disais, d'abord, il a fallu retirer la couche de protection pour avoir accès à la couche de rétention, puisque c'est celle-là qui joue le rôle principal dans la limitation du flux. Ensuite, on insère un cylindre qui va représenter au fond notre essai de consommation. Une fois que le cylindre est inséré, on met un bouchon qui est instrumenté pour créer une chambre hermétique où est-ce que les concentrations de gaz vont être suivies à travers le temps. Et puis, comme l'oxygène va traverser, on peut, avec le temps, voir une évolution de notre concentration d'oxygène qui diminue dans le temps. Puis c'est ça qu'on va utiliser pour voir la vitesse du flux d'oxygène. Une fois que ça c'est fait, on a aussi, en parallèle, on utilise un modèle numérique qui va prendre en compte seulement les paramètres que je mentionnais précédemment, soit la porosité et le degré de saturation, pour aller chercher un coefficient de diffusion. Au fond, la vitesse de diffusion de l'oxygène qu'on pense qu'il devrait y avoir dans un sol comme celui-ci, puis on crée au fond le modèle numérique de l'essai qu'on vient de faire. Ensuite, pour calibrer puis avoir une réponse qui est plus proche de ce qui a été observé, on a utilisé un KR, donc qui est lié à la consommation d'oxygène par les racines. Puisque les racines vont consommer de l'oxygène, il y a possibilité que la diminution dans la chambre hermétique soit plus rapide que ce qu'on observe, pas ce qu'on observe, mais ce qu'on pourrait penser à cause du DE effectif. Donc, ce qui manque au fond de vitesse de diminution de la concentration serait dû à la consommation par les racines. Et puis, suite à ça, on peut, avec les différents paramètres, calculer le flux d'oxygène. Donc,
comme je disais, on a ici un focus sur les tests de consommation. On a ici la diminution de la concentration. Donc, quand on utilise le DE seulement, on voit que la diminution de la concentration dans le temps n'est pas assez rapide comparativement à ce qui a été observé. Et puis donc, on ajoute le KR, notre coefficient de réactivité. Et puis là, on voit qu'on est capable d'aller chercher quelque chose qui est plus proche de ce qui a été observé. Puis c'est ces paramètres-là qu'on utilise par la suite. Donc, ici, on voit 4 essais qui ont été faits et les différents DE et KR qui sont associés. Puis, ce qui nous permet de dire que le KR, au fond, ce qui vient ajuster la diminution de la concentration est effectivement relié à la présence de racines. On a deux choses. Premièrement, ce KR-là est corrélé assez bien avec le root length density que je mentionnais précédemment, donc la densité de longueur racinaire. Puis deuxièmement, pendant les essais de consommation, il y a aussi le CO2 qui est suivi. Et puis, on voit qu'il y a une augmentation du CO2 avec le temps. Donc, la respiration prend l'oxygène puis va relâcher du CO2. Puis, c'est ce qu'on peut voir dans la chambre. Donc, ça nous donne un indice que ça pourrait bel et bien être dû à la consommation par les racines. Ici, on a les résultats qui sont agglomérés. On voit que, bon, en orange, on a les essais, donc les flux d'oxygène qui ont été calculés seulement en utilisant le DE, donc le coefficient de diffusion. Puis en bleu, on a le DE et on a le KR ajouté que nous, on est allé chercher précédemment. Puis on voit qu'il y a une diminution dans tous les essais qui est assez importante. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le critère de conception a été respecté dans tous les cas. Donc, le flux maximum qui serait accepté pour dire, bon, ben, la CEBC fonctionne. Dans tous les cas, on est en dessous de ce flux-là. Et puis, les racines aident à le maintenir encore plus bas. Donc, c'est intéressant comme résultat. Donc, en conclusion, on dirait que les racines n'ont pas d'impact négatif sur la performance de la CEBC en ce qui concerne le flux d'oxygène, parce que, bon, il semblerait aussi que les racines aient un impact positif. Mais il pourrait avoir des impacts, les racines, sur d'autres paramètres, comme les paramètres qui sont reliés à l'eau, la courbe de rétention en eau, la conductivité hydraulique, ce que je mentionnais plus tôt, qui, au fond, gèrent la performance aussi de la CEBC. Avec le temps, comme il y a un vieillissement de la population végétale, il pourrait avoir d'autres impacts. Est-ce que ces impacts-là vont être les mêmes avec le temps parce qu'on utilise une dimension temporelle de 17 ans qui est à moyen terme? Est-ce qu'à plus long terme, on aurait le même impact ou est-ce que les impacts seraient différents? Ce sont des choses qui seraient intéressantes à aussi essayer d'analyser. Donc, je tiens à remercier tous les partenaires de l'IRM, le FRQNT pour avoir financé le projet, puis particulièrement aussi le MERN pour nous avoir donné accès au site. Alors, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Merci, Alex. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Est-ce que j'invite les participants, s'ils ont des questions, à utiliser l'outil questions et réponses et à écrire leurs questions, puis je vais pouvoir la lire et la transmettre à Alex. Est-ce qu'on a des questions parmi les participants qui ont leur caméra allumée? Sinon, moi, je pourrais en poser une. Oui, moi, j'en ai une, Marie. En fait, merci pour ta présentation. Alex, est-ce que cette forme de capage-là se fait partout? Parce que je sais que dans le sud du Québec, dans d'autres contextes, c'est pas le cas. Donc, je présume qu'en Abitibi, en Témiscamingue, c'est une approche d'ingénierie qui est commune? Ou? Pour la CEBC? Pour le type de recouvrement? Pour la CEBC, oui, exactement. Ouais. Ben, c'est pas commun. Il y en a beaucoup, il y en a plus en Abitibi parce que, bon, la technologie est plus facilement accessible et connue ici, mais il y a aussi le fait qu'il n'y en a pas, c'est pas une technologie qui est très, comment je pourrais dire, qui est très vieille, qui a beaucoup d'âge. C'est relativement récent. Comme je dis, elle a été construite en 1999. Puis en 1999, c'était une des premières qui a été construite avec, bon, il y en a eu quelques-unes aussi dans les années 90, au courant des années 90-80, mais c'est relativement récent. Puis, par exemple, l'impact des racines ou de la végétation sur ce type de recouvrement-là, il n'y a pas personne d'autre. Il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, mais c'est quelque chose qui démontre en ce moment de son efficacité, puis que, bon, on imagine qu'il pourrait être utilisé en raison aussi du fait que c'est pas
c'est relativement facile à mettre en place comparativement à d'autres méthodes. Si je peux apporter un complément d'information aussi, c'est une technique d'ingénierie qui est compatible avec un climat relativement humide parce qu'on veut maintenir un haut degré de saturation dans une des couches, la couche centrale du recouvrement, comme Alex l'a expliqué. Donc, c'est une technologie qui est bien adaptée au climat humide du Québec. Mais en climat sec, on a d'autres technologies de recouvrement qui sont développées et qui seraient mieux adaptées que la CEBC. Je vois une question de Chloé Fredette. Je vais la lire. Si on n'empêche pas l'infiltration d'eau, on peut donc supposer qu'il y a de la lixiviation, bien que l'absence d'oxygène empêche la formation de drainage mini-acide. A-t-on une idée de la composition des eaux de lixiviation? Alex, tu réponds à la question? Oui, généralement, il ne devrait pas avoir de problème quand les résidus n'ont pas un impact qu'il n'y a pas de lixivia qui peut être dangereux. Pour le site de Lorraine, même après que la couche de la CEBC a été installée, les lixivia étaient quand même assez dommageables. Donc, il y a d'autres choses qui ont été installées. Il y a des drains de l'hémitique, il y a un marécage construit, je pense. Il y a des petites choses il y a des choses qui ont été ajoutées pour justement traiter ce lixivia-là. Mais il faut aussi penser au fait que ces résidus-là ont été laissés à l'air pendant un bon moment. Donc, ils ont eu déjà le temps de s'oxyder. Il y a déjà eu des problèmes. Puis ensuite, quand il a été venu le temps de le restaurer, la CEBC a été installée. Puis on voit que ça fonctionne bien pour limiter l'oxygène puis la création de drainage mini-acide. Sauf que le mieux, ça aurait été effectivement de pouvoir l'installer tout de suite après que les résidus ont été installés. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, normalement, dans les sites miniers, on ne va pas laisser les résidus comme ça pendant des années. T'sais. Donc, oui, il y a des lixivia, mais c'est un cas particulier. Merci, Alex. En fait, c'est ça. Dans le cas de parcs à résidus abandonnés, qui ont eu le temps de s'oxyder avant qu'on applique le recouvrement pour les restaurer, il peut y avoir pendant un certain nombre d'années, même après contrôle du drainage mini-acide grâce au recouvrement, une qualité des eaux qui ne respecte pas les critères réglementaires. Et dans ce cas, on combine le recouvrement à ce qu'on appelle des systèmes de traitement passif, dont Alex a parlé, de type drain dolomitique, drain calcaire, pour améliorer la qualité des eaux chimiques pendant le nombre d'années où en fait les contaminants accumulés dans l'eau des ports avant qu'on applique le recouvrement sortent, soient drainés hors du site. Il y a une autre question d'Yves Dadi Botula. Pour toi, Alex, quelle est l'influence de la couche de protection de la CEBC sur le développement des racines? Donc, l'impact de la couche de protection, c'est un matériel qui est totalement minéral. Donc, quand il est installé, il n'y a pas beaucoup de matière organique, il n'y a pas beaucoup d'azote. Donc, ça peut être difficile pour les individus de s'établir. Mais une fois établis, puis où les individus qui sont de première les espèces pionnières qui sont capables de pousser s'il n'y a pas nécessairement beaucoup de carbone ou d'azote, ne vont pas nécessairement être limités par la couche de protection. La couche de protection a des tendances peut-être, il n'y a pas beaucoup d'eau, le degré de saturation, comme l'eau se vide rapidement, c'est peut-être un peu plus difficile pour ça, mais sinon, les racines ne seront pas limitées. La couche de rétention d'humidité, elle, a souvent un degré de saturation qui est élevé. C'est comme, au fond, une espèce de nappe phréatique artificielle. Donc, quand les racines atteignent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une colonisation seulement dans les 10 premiers centimètres de la couche de rétention. Donc, la majorité des racines se fait déjà dans la couche de protection. Donc, ce qu'on voyait, les images que je montrais durant la présentation, c'est tous des individus qui ont été capables de coloniser les 30 premiers centimètres et de pousser normalement. Il y a peut-être moins de... le couvert végétal est plus bas que ce qu'on pourrait s'imaginer pour l'âge de la CEBC, mais sinon, il n'y a pas de problème nécessairement pour croître. Merci Alex. On va prendre une dernière question
parce qu'ensuite, il va falloir passer à la présentation suivante. Une question de Béatrice Gervais-Bergeron. Si les racines ont des effets positifs, envisagez-vous de planter davantage de plantes sur ces recouvrements? Et si oui, lesquelles? Donc, c'est sûr que de replanter, généralement, dans les travaux de recouvrement puis de restauration, c'est déjà inclus. On va généralement avoir à planter des plantes. Dans le cas du site de Lorraine, la première image, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la présentation, on voyait comme une plaine avec seulement du matériel minéral, parce que comme c'est un site qui était particulier, puis qu'on était prêt, il n'y a pas eu d'effort de plantation qui a été fait. Puis pourtant, il y a eu une végétation qui a été capable de croître là sans problème. Est-ce qu'on envisage d'en planter plus? C'est certain que dans les choses de recouvrement, on veut avoir, si possible, la présence d'arbres ou de végétation, du moins, parce que, bon, pour un retour comme disait Marie, des services écologiques, donc d'avoir un retour à un recouvrement naturel. Si on avait une espèce de plante, il y a certaines espèces qui sont peut-être moins bonnes de ce que dans d'autres travaux qu'on a fait, comme les saules ont l'air d'avoir des racines qui peuvent peut-être aller un peu trop profond, peut-être avoir un impact sur le degré de saturation. Donc, peut-être les zones auraient plus un impact intéressant. Puis, à long terme, les épinettes, qui sont assez fréquents sur le site et puis, bon, qui ont une facilité, ont des systèmes racinaires qui sont relativement de surface et puis ne vont pas croître passer la nappe phréatique. Donc, comme je disais tantôt, la couche de rétention d'humidité qui sert de nappe phréatique artificielle limite l'introduction de ces racines-là. Donc, d'avoir une dominance par les conifères, ça pourrait être intéressant. Fait qu'on ne vise pas nécessairement à planter un type particulier, mais il y a certaines espèces qu'on aimerait éviter. Ça peut. Merci Alex. On va passer à la deuxième présentation, celle de Mohamed Kadiatou Cissé. Mohamed est étudiant au doctorat en génie minéral à l'UQAT, sous ma supervision et la co-supervision de Bruno Bussière et de l'UQAT et du professeur Arne Killing de l'Université Mémorial. Le titre de sa présentation est « Concilier la vision autochtone de la végétalisation et la restauration d'un parc à résidus miniers en territoire CRI ». À toi la parole, Mohamed. Il faudrait allumer ton micro, Mohamed. Activé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Parfait. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous présenter ce matin une partie de mon projet de recherche sur le volet social. Le plan de ma présentation est structuré comme suit. Premièrement, je vais vous présenter mon projet de recherche d'une manière générale. Et deuxièmement, je vais vous présenter les travaux de recherche de mon projet sur le volet social. Troisièmement et enfin, je vais vous dévoiler l'originalité et les retombées scientifiques de mon projet. La mine Éléonore, sur laquelle mon projet de recherche se porte, est une mine aurifère souterraine qui est exploitée par Newmont. Et les résidus miniers qu'elle génère sont des résidus désulfurés. Cependant, ces résidus sont potentiellement générateurs de drainage neutre contaminé, c'est-à-dire ils contiennent de l'arsenic. C'est ainsi, pour contrôler la contamination de l'environnement, la mine Éléonore prévoit la restauration de son parc à résidus miniers, non seulement avec un recouvrement d'ingénierie, design d'une des options présentées sur cette figure, mais aussi avec de la végétation. Vous allez vous demander d'abord où se situe la mine Éléonore. La mine Éléonore est située sur le territoire CRI.
Et son parc à résidus miniers se situe sur le territoire des trappes du VC29, ce qui signifie que la mine Éléonore doit impliquer et consulter le maître des trappes du VC29 pour la sélection des scénarios de végétalisation de son parc à résidus miniers. Or, la végétation peut affecter la performance des recouvrements. Comment? Tout simplement parce que les plantes produisent des matières organiques, génèrent des biopores et absorbent de l'eau des recouvrements à travers, bien sûr, leurs racines, ce qui influence le bilan hydrique de recouvrement et affecte ainsi les propriétés de ces matériaux. De plus, les simulations climatiques d'Uranos issues du scénario RCP 8.5, qui est d'ailleurs considéré comme le scénario le plus réaliste, projette dans la zone une augmentation de la température, des changements de régime des précipitations, une augmentation des sécheresses en été, une augmentation de la fréquence des événements extrêmes, etc., etc. L'ensemble de ces phénomènes qui vont être causés par les changements climatiques aurait un impact considérable sur la végétation qui serait priorisée par le maître des trappes du VC29, ce qui, par ricochet, affecterait la performance des recouvrements à long terme. C'est pour régler cette problématique que nous avons choisi ce projet de recherche qui vise à documenter et intégrer, si possible, les attentes du maître des trappes du VC29 vis-à-vis du scénario de revégétalisation du parc à résidus miniers d'Éléonore à travers une approche co-design, puis déterminer si les plantes priorisées par celui-ci représentent un risque à court ou à long terme pour la performance des recouvrements d'ingénierie qui sera utilisé par la mine. Pour atteindre cet objectif général, nous avons choisi 3 principaux axes de recherche. Premièrement, c'est de prendre en compte les attentes du maître des trappes du VC29 dans le scénario de végétalisation du parc à résidus miniers de la mine. Deuxièmement, c'est d'étudier le système racinaire de ces plantes. Troisièmement, c'est d'étudier également le système racinaire de ces plantes, mais cette fois-ci sous l'effet des changements climatiques. Les objectifs spécifiques du volet social qui consiste à prendre en compte les attentes du maître des trappes dans le scénario de végétalisation du parc à résidus miniers sont, premièrement, c'est d'analyser la perception du maître des trappes sur la végétalisation du parc à résidus. Deuxièmement, c'est de déterminer les plantes qu'il priorise dans le scénario de végétalisation du parc. Et troisièmement, c'est d'analyser la perception des autres parties prenantes au projet, à savoir la mine Éléonore, le gouvernement de la Nation Cri et le gouvernement québécois, sur les plantes que le maître des trappes priorise dans le scénario de revégétalisation du parc à résidus miniers de la mine Éléonore. Pour traiter cet axe de recherche, l'approche méthodologique que nous avons choisie est celle du co-design, qui consiste à communiquer, coopérer et collaborer avec toutes les parties prenantes, tout en prenant en compte leurs différents points de vue. Pour ce faire, nous allons organiser des entretiens semi-structurés à l'aide des guides d'entretien avec l'ensemble de nos parties prenantes, premièrement avec le maître des trappes du VC29, pour l'informer du projet, chercher à comprendre sa perception d'un parc à résidus miniers ainsi que ses préoccupations et enfin chercher aussi à comprendre les espèces végétales qu'il priorise dans le scénario de végétalisation du parc. Ensuite, nous allons réaliser les mêmes types d'entretiens avec cette fois-ci la mine Éléonore, le gouvernement de la Nation Cri, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Et c'est pour connaître cette fois-ci leur perception sur les espèces végétales que le maître des trappes du VC29 aurait choisi dans le scénario de végétalisation du parc à résidus de la mine Éléonore. Ici, je tiens à attirer votre attention sur le fait que réaliser un projet scientifique avec une dimension sociale peut être long ou peut prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que la démarche scientifique doit respecter certaines normes éthiques. Dans mon cas, comme vous le voyez, j'ai commencé les démarches depuis 2019.
J'ai d'abord commencé mes démarches à travers une prise de contact avec l'ensemble des parties prenantes. Premièrement, avec les répondants de la mine Éléonore, le gouvernement de la Nation Cri et la communauté Cri de Wemindji au mois de juin 2019. Ensuite, j'ai rencontré le maître de trappe du VC29 au mois de septembre 2019 pour l'informer du projet. Et au mois de mars 2020, j'ai commencé à préparer mes outils de collecte des données. Au mois d'avril 2020, j'ai fait une demande d'évaluation de mon projet auprès du comité éthique de l'UQAT. Au mois d'octobre 2020, le projet a été approuvé par le comité éthique de l'université. Au mois de juillet 2020, j'ai continué ma prise de contact avec les autres parties prenantes, cette fois-ci avec les deux ministères qui sont en charge de la restauration minière au Québec et le gouvernement de la Nation Cri. Au mois de septembre 2020, j'ai fait une demande d'accord de réalisation du projet auprès de la communauté Cri de Wemindji. Et au mois d'octobre 2020, nous avons obtenu l'accord de la réalisation de l'étude auprès de la communauté Cri de Wemindji. Au mois de novembre 2020, j'ai fait une demande de consentement auprès de mes participants, c'est-à-dire les participants à l'étude, c'est-à-dire auprès des répondants de la mine Éléonore, du gouvernement de la Nation Cri, du maître de trappe du VC29 et des ministères. Et au mois de décembre, maintenant, je suis en train de planifier l'organisation des entretiens semi-structurés avec l'ensemble des parties prenantes au projet. Ce projet est un projet interdisciplinaire et original. Pourquoi? Parce qu'il intègre les disciplines d'ingénierie, de la biologie, d'écologie et des sciences sociales. Il concilie également les contraintes techniques de la restauration minière et la vision de la communauté locale, ce qui est d'ailleurs considéré comme l'un des aspects qui sont moins étudiés et peu documentés. Ces résultats permettront premièrement d'intégrer et de documenter la dimension sociale des processus techniques de la revégétalisation des parcs à résidus miniers. Deuxièmement, d'informer sur la capacité du design de recouvrement à supporter à long terme, sous l'effet des changements climatiques, l'établissement de communautés de plantes indigènes sans perte de performance. Je termine cette présentation en disant un sincère merci à mes directeurs de recherche, à savoir professeur Marie Guitouni, professeur Bruno Bisser et professeur Arne Kilin. Je remercie également notre partenaire minier, qui est la mine Éléonore, et l'ensemble des partenaires de l'IRM. Je remercie également tout le public qui est là ce matin, qui a eu comme intérêt d'écouter cette présentation. Merci de votre aimable attention. Merci Mohamed. Je vous invite à poser vos questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc je vais... Oui, Nelson? Oui, merci Marie. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment fascinant et intéressant. J'aimerais savoir, concernant la construction des relations avec vos partenaires issus des Premières Nations, vous avez parlé d'obtenir des certificats éthiques, mais l'échange de connaissances traditionnelles, c'est d'une grande valeur tant pour les partenaires que pour les communautés autochtones. Je me demandais si vous pouviez peut-être commenter sur certains des protocoles que vous avez peut-être dû suivre pour construire ces relations de respect et d'échange avant d'en arriver à conduire les entrevues que vous allez faire. Très bonne question. Voyez-vous, c'est pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons pas encore commencé les entrevues. C'est pourquoi j'ai mentionné cette petite partie-là, dire que réaliser un projet de recherche scientifique avec une dimension sociale peut parfois être longue. C'est pourquoi nous avons d'abord commencé à prendre contact avec l'ensemble de nos parties prenantes, y compris la Nation Cri de Wemindji et le maître des trappes, pour d'abord construire une relation de confiance entre non seulement la communauté et l'ensemble des parties prenantes, mais aussi avec le maître des trappes du VC29. Alors, après la construction de
ce climat de confiance entre nos parties prenantes et nous, nous avons soumis le projet au comité éthique de l'université. Le comité éthique de l'université a d'abord fait une première analyse du projet. Après, ils nous ont posé certaines questions qu'on a répondu. Après, ils ont fait une deuxième analyse du projet. Par la suite, ils nous ont posé certaines questions des demandes d'éclaircissement. Et puis, qu'on a répondu, il y a eu environ 2 à 3 échanges entre le comité d'éthique de l'université et nous. Et par la suite, il était question d'obtenir un certificat d'accord, une lettre d'accord, auprès de la communauté Crédit Wominji, pour dire que oui, ils sont d'accord que je réalise mon projet dans leur territoire. Donc, il y a eu cette démarche. J'ai fait une demande d'accord auprès de cette communauté. Puis, le projet leur a été soumis. Ils ont regardé le projet. Puis, après leur analyse, ils nous ont délivré le certificat qui atteste que je peux aller réaliser mon projet dans leur territoire. Et c'est par la suite que j'ai déposé ces certificats auprès de l'université, auprès du comité éthique de l'université. Et tout était maintenant complet devant les membres du jury qui ont siégé pour statuer la délibération du certificat d'éthique auprès de l'université. Et l'université m'a ensuite délivré le certificat qui me permettrait, le certificat d'éthique qui atteste que le projet respecte l'ensemble des normes éthiques qu'un projet de recherche dans le domaine des sciences sociales doit respecter. Et je suis à ce niveau. J'ai déjà envoyé les lettres de demande de consentement aux parties prenantes. Les parties prenantes sont en train de regarder ces lettres de demande de consentement. Il y en a qui ont signé. J'attends la réponse des autres pour pouvoir commencer les entretiens proprement dit. Merci beaucoup. Ça prend du temps. Hein? Merci Mohamed. On va prendre une autre question, puis ensuite on passera à la présentation de Laurence. Une question de Yves Dadi Botula. Comment pensez-vous vulgariser les résultats futurs du projet de recherche aux communautés autochtones CRI? Merci Yves Dadi. D'abord, il y a eu une discussion entre le maître des trappes du VC29 et nous. On est en train de lui demander si réellement il accepte d'être co-auteur du projet lorsque le moment de la vulgarisation des résultats des recherches seront là. Et puis, pour la communauté CRI de Wominji, pour le moment, ce qui est prévu et ce qui a été demandé par le comité éthique de l'université, c'est qu'après l'ensemble des enquêtes, il nous faut d'abord faire une restitution auprès de la communauté CRI de Wominji. C'est-à-dire, pour pouvoir valider les données qu'on aura recueillies sur le terrain. Et une fois que ces données sont validées, auprès de ces communautés, auprès de l'ensemble des autres parties prenantes, nous allons maintenant passer à l'autre phase, qui est la phase de la vulgarisation à travers des articles scientifiques, à travers des présentations des résultats des recherches. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore prévu, hormis la publication des articles et la publication des résultats des recherches dans des conférences, nous n'avons pas encore planifié quelque chose à dire que oui, nous irons sur le terrain auprès de la communauté pour faire une présentation des articles scientifiques ou des résultats de nos recherches qui vont être issus de la recherche. Mais, je le précise aussi, on est obligé de leur présenter les données brutes qui vont être collectées
afin que ces données soient validées pour pouvoir continuer notre recherche. Merci Mohamed. Je vais juste préciser qu'on est tout à fait ouvert à organiser des activités de partage des connaissances issues du projet, des résultats du projet avec les communautés, mais on n'a pas encore formalisé ou trouvé comment on allait le faire. Mais c'est un objectif qui nous tient à cœur et c'est probablement quelque chose qu'on va essayer de faire. On va passer à la présentation de Laurence Grimont. Donc, Laurence est étudiante à la maîtrise en géographie à l'Université de Montréal sous la direction de Nicolas Bélanger de la TELUC et de David Rivet à l'UQO. Et le titre de sa présentation est « Construction de technosols et afforestation d'une ancienne mine de chrysotile de Chaudière-Appalaches ». Laurence, à toi la parole. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Merci pour l'invitation de présenter aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez mentionné, donc, mon projet s'intitule « Construction de technosols et afforestation d'une mine de chrysotile ». Donc, l'exploitation des ressources minières, en fait, comme on l'a déjà mentionné aujourd'hui, engendre des sévères perturbations environnementales qui incluent, par exemple, la contamination des sols, la destruction d'habitats ou encore la perte de biodiversité. En plus de ça, les résidus miniers qui sont laissés sur place après l'exploitation sont peu propices au rétablissement naturel et autonome des écosystèmes. Et c'est pourquoi, en fait, ces écosystèmes se prêtent bien à la restauration écologique. Donc, quand on parle de restauration écologique, les points importants à retenir sont le retour d'une productivité, de la diversité et de la composition en espèces végétales qui se rapproche de celle de l'écosystème d'origine, ainsi que la production durable de services écosystémiques. Dans le cas de mon projet, la restauration écologique peut être divisée en deux grandes composantes, qui sont la restauration des sols et la végétalisation. Donc, avant de pouvoir procéder à une végétalisation des sites miniers, c'est nécessaire de remettre en état, principalement par des traitements de fertilisation, les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols afin que ceux-ci puissent soutenir le retour de la végétation. Donc, en effet, le retrait du sol lors de l'exploitation minière engendre une perte totale de la matière organique, ce qui altère par le fait même les stocks de nutriments et la capacité de rétention de l'eau. Donc, le substrat qui en résulte, qui est essentiellement de la roche, va être incapable de soutenir le retour de la végétation. Donc, l'ajout de matière organique sur les substrats miniers est une solution à ce problème. Le recours à des amendements organiques de type matière résiduelle fertilisante sont en fait une alternative super intéressante, à la fois efficace et économique. Donc, ces substances sont dérivées de déchets organiques qui sont très abondants au Canada et leur seul coût, en fait, est lié au transport et à l'épandage. Donc, les municipalités et les usines qui les produisent sont souvent prêtes à les donner afin de réduire leur propre coût de gestion des déchets. Donc, la végétalisation des sites se concentre sur le rétablissement des communautés végétales. Le niveau de perturbation de l'écosystème forestier va influencer le processus de végétalisation qui, dépendamment de la situation, va tendre vers une régénération naturelle ou vers l'afforestation. Donc, un écosystème forestier très fortement perturbé va nécessiter plus de manœuvres de restauration. Dans le cas d'afforestation, comme c'est le cas de mon projet de recherche, la manipulation de la morphologie ou de la physiologie des semis peut permettre une meilleure adaptation aux conditions stressantes des environnements miniers. Donc, l'afforestation, dans ces cas-là, va permettre de planifier l'établissement de la végétation en fonction des limitations qui se trouvent sur le site perturbé, par exemple la disponibilité de la lumière, l'espace disponible pour les racines ou encore la potentialité des sécheresses. Donc, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit mon projet de recherche qui a pour but la restauration écologique d'une mine de chrysotile de la région de Chaudière-Appalaches. Donc, pour en faire un cours historique, depuis 2011, la compagnie Viridis travaille à restaurer les halles de stériles de la mine du lac d'Amiante en reconstruisant des sols avec des matières résiduelles fertilisantes et en les ensemençant avec des graminées. Donc, ça constitue une pratique commune de restauration écologique de cette région-là. Mais depuis 2017, en fait, il y a des travaux qui sont menés pour déterminer la potentialité de restaurer avec des arbres plutôt qu'avec des graminées. Donc, l'objectif principal de mon projet de recherche va être de déterminer quelle technologie de restauration écologique favorise le succès de la restauration d'une mine de chrysotile
de la région de Chaudière-Appalaches. Par technologie de restauration, j'entends à la fois les matières résiduelles fertilisantes qui vont être utilisées pour la construction des technosols. Et les technosols, ce sont en fait des sols dont l'origine est fortement technique et anthropique. Et j'entends aussi le choix des espèces et des plants qui vont être utilisés pour la végétalisation. Donc, comme j'ai mentionné, mon étude prend place dans la région de Chaudière-Appalaches, à environ 3 km au sud de la ville de Thetford Mines. Au sein de la mine, on a créé 2 zones de plantation expérimentale. Donc, la première a été créée en 2017 et la seconde en 2018. Donc, voici les images de la plantation de 2017 et celle de 2018 avant la mise en terre des plants. Donc, les plantations ont été aménagées selon différentes méthodes. Pour celle de 2017, les arbres ont été plantés dans des zones qui avaient déjà été restaurées avec des graminées. Il y a 3 méthodes de préparation de terrain qui ont été testées, soit l'aménagement de monticules, donc pour permettre un meilleur déploiement des racines, une meilleure rétention d'eau. On a aussi testé des traitements phytocides donc pour éliminer la compétition et simplement aussi planter sans aucune préparation de sol. Il y a 5 espèces d'arbres qui ont été plantées. Pour ce qui est des plantations de 2018, les technosols ont uniformément été aménagés en andins de 50 cm par 75 cm dans des zones qui n'étaient pas ensemencées avec des graminées. Donc, c'est des technosols à nu. Il y a 3 types de matières résiduelles fertilisantes qui sont testées pour 2018, que je vous présente à l'instant. Donc, le premier type est constitué de ce que je vais appeler des biosolides de base, qui sont composés de boue de désancrage et de boue municipale. Donc, cette combinaison de substances va rééquilibrer les proportions de calcium dans les sols par rapport aux autres macronutriments, parce que c'est dans le cas des résidus de l'exploitation d'amiante, il y a un débalancement en fait avec le magnésium. Donc, la matière organique contient les biosolides de base, contient des glucides labiles et des nitrates, donc ce qui est facilement et rapidement utilisable par la végétation et les micro-organismes, ce qui va favoriser l'établissement rapide de la végétation. Donc, le deuxième type de technosol, en fait, c'est une combinaison des biosolides de base que je viens de vous présenter, mélangés avec des sols limoneux légèrement contaminés. Donc, ça devrait permettre aux andins de garder une meilleure structure et une meilleure stabilité. Et le dernier type de technosol, en fait, c'est le mélange de biosolides avec des traitements de surface appliqués à la surface des andins, qui sont soit les copeaux de bois pour protéger l'évaporation, les cendres de bois pour apporter une source supplémentaire en nutriments, comme par exemple le calcium, et aussi l'inoculation des plants par des mycorhizes lors de la mise en terre des plants. Pour ce qui est des espèces plantées, donc le focus de mon étude va vraiment se faire sur la performance des clones de peupliers, mais dans les plantations 2018, il y a aussi du pin gris, du pin rouge, de l'épinette blanche et du mélèze qui ont été plantés en même temps. Les peupliers sont couramment utilisés en restauration écologique en Amérique du Nord en raison, par exemple, de leur croissance rapide, de leur productivité élevée et leur tolérance à certains stress. Et pour les clones qu'on a choisis pour l'étude, donc que je vais appeler 124, 216 et 508, ils ont été choisis en fonction des recommandations ministérielles. Je passe rapidement sur la méthodologie parce que pour les résultats que je vous présente aujourd'hui, ce sont seulement les suivis de croissance et de mortalité qui sont les plus importants. Mais sachez qu'il y a d'autres analyses et d'autres mesures qui vont être faites pour compléter mon mémoire. Donc, de 2018 à 2020, j'ai fait un suivi de mortalité des arbres dans les 2 sites de plantation. J'ai également mesuré tous les arbres pour leur hauteur et leur diamètre au collet et je vous en présente maintenant un aperçu. Donc, premièrement, voici des tableaux récapitulatifs de la mortalité des diverses espèces selon la préparation de sol ou leur technosol. Donc, la première chose à remarquer, c'est que les résultats sont assez, je dirais, décevants pour les plantations de 2017 qu'on voit dans le tableau à gauche. Ce qu'on peut remarquer, par contre, c'est que le peuplier semble avoir les meilleures chances de survie et que la préparation du sol en monticule, en fait, c'est là qu'on trouve le moins de mortalité. Par contre, pour les plantations de 2018, donc le tableau à droite, la situation est vraiment différente. Donc, les taux de mortalité sont nettement plus bas, avec la pire mortalité étant de 13 % des arbres. Du côté des clones, on ne distingue pas vraiment d'un clone qui performe le mieux à ce stade-ci. Ce qu'on peut tirer de ces figures-là, c'est que les technosols aménagés en 2018 semblent avoir un meilleur potentiel pour la restauration. Ça peut être dû à la fois à l'aménagement en andin, donc peut-être un meilleur déploiement, un meilleur espace pour le déploiement des racines, une meilleure rétention de l'eau, des nutriments.
Et on peut aussi attribuer une partie du succès au fait que les arbres ont été plantés dans des zones où il n'y avait pas eu d'ensemencement par des graminées. Donc, les jeunes plants n'ont pas eu à compétitionner pour les ressources comme les plants des plantations 2017. On peut maintenant comparer la croissance des peupliers hybrides entre les plantations après 3 ans. Donc, dans le cas des plantations 2017, on voit que les peupliers plantés sur des monticules sont nettement plus grands. Pour ce qui est des plantations 2018, on ne voit pas une différence aussi marquée entre les technosols. Preuve que l'aménagement en andin est vraiment bénéfique pour la croissance des peupliers au début en fait, de leur croissance. Et aussi, la croissance moyenne des peupliers de 2018 sont légèrement supérieures à celle de 2017 après 3 ans. Si on compare rapidement les clones entre eux, pour les plantations 2018, on n'observe pas vraiment de différence majeure, quoiqu'on peut noter que le clone 124 planté sur des biosolides avec sol contaminé, donc qui est en jaune foncé, donc il y a une hauteur moyenne plus grande que 2,5 mètres. J'aimerais maintenant vous présenter en fait quelques observations qui sont tirées de mes expériences de terrain. Donc, en premier lieu, la reconstruction des sols n'a pas été seulement bénéfique pour les arbres qu'on a plantés, même sans avoir été ensemencés intentionnellement avec des graminées. Donc, les plantations de 2018 se sont vues envahir rapidement par des mauvaises herbes, et je me sens en guillemets. Donc, on voit ici une étendue de phragmites qui s'est développée cet été, donc à l'été 2020. Les conséquences pour la plantation restent à voir, mais la compétition, on peut s'imaginer que la compétition pour les ressources va s'intensifier. Donc, voici un autre exemple d'envahissement. C'est dans la même plantation, mais on voit quand même qu'il y a une bonne diversité végétale et ça, c'est différent en fait des plantations de 2017. Aussi, je veux juste que vous notiez que cet envahissement-là par les mauvaises herbes est une des principales raisons pourquoi l'étude des conifères qui ont été plantés en 2018 a été mise un peu en arrière-plan pour mon projet. On va y revenir par contre, parce que en fait, c'était juste impossible sur le terrain de les retrouver pour faire les mesures. Et ça ici, c'est juste des petites photos cocasses pour vous montrer qu'on peut faire des belles trouvailles sur le terrain quand on utilise des matières résiduelles fertilisantes. Donc, la deuxième observation, qui est cette fois-ci assez positive, est l'envahissement rapide par des peupliers baumiers et des peupliers faux-trembles que l'on retrouve naturellement en fait dans les forêts avoisinantes. Le phénomène est seulement observé dans les plantations de 2018, donc preuve que la reconstruction des sols et la plantation d'arbres peut être bénéfique au retour de la végétation native, et ce, de manière beaucoup plus rapide qu'on avait anticipé. Le fait de ne pas avoir ensemencé les technosols avec des graminées a permis à des arbres de reprendre le contrôle du terrain, comme on voit sur la photo ici, là, dans la section peupliers indigènes. Et ça, en fait, ça n'aurait pas été possible sans la reconstruction des sols. Je vous montre ici une photo en fait, c'est le même site que ça ici. Ça, c'était avant la construction des technosols. Donc, on dirait que la photo a été tirée d'un film post-apocalyptique ou aurait même pu être prise sur la Lune. Donc, il n'y a rien qui peut pousser sur ces halles-là sans qu'on leur donne un petit coup de pouce. Donc, pour ce qui est de mes conclusions préliminaires que je tire de mes résultats et de mes observations de terrain, donc, premièrement, les peupliers semblent être une espèce à préconiser lors de la restauration écologique de sites comme celui que j'étudie. Donc, leur croissance est rapide et leur tolérance aux conditions extrêmes de la mine permet une meilleure survie que les autres espèces qu'on a testées. Même du côté des peupliers indigènes, donc c'est la première espèce d'arbre à avoir colonisé les plantations de manière autonome et c'est donc un premier pas vers la restauration d'une composition végétale d'origine. Du côté des sols, mes résultats jusqu'à présent montrent que la préparation du sol en andin et sans ensemencement semble être plus importante que le type de matière résiduelle fertilisante qui est appliquée. C'est également important de comprendre que la logistique et le timing de préparation d'une plantation sont très importants et peuvent influencer les résultats. Donc, par exemple, le moment de mise en terre est très important. Un printemps comme on a eu cette année, très chaud et très sec, peut nuire à la survie des plants sans que ça ait rapport nécessairement avec le technosol qui a été mis en place. Et finalement, pour ce qui est de la végétation compétitrice, il semble qu'il faudrait assurer un certain contrôle pour maximiser les chances de réussite de la plantation, surtout pour ce qui est de la survie et de la croissance des espèces qui sont autres que le peuplier. Donc, dans notre cas, les phytocides et le contrôle manuel, donc seulement en coupant les herbes, n'ont pas eu des bons résultats. Par contre, une stratégie qui pourrait être intéressante et qui est actuellement testée depuis le début de l'été 2020, c'est l'ensemencement des technosols par du trèfle, donc lors de la mise en terre des plants.
ce qui, en plus de limiter l'envahissement, apporterait une source supplémentaire d'azote en fixant naturellement l'azote atmosphérique. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais également remercier tous ceux qui m'ont aidé sur le terrain et en laboratoire jusqu'à maintenant. Et également, merci à nos partenaires. Merci, Laurence. Nous avons une question du public de Simon Taurine. Alors, merci pour ta présentation, Laurence. Vas-tu comparer statistiquement tes résultats concernant la mortalité sur les technosols avec un témoin négatif, entre parenthèses, substrat minier seul, sans construction de technosol? Tu peux regarder la question si tu veux. Oui, on a des contrôles. Je n'ai pas présenté de plan de schéma de mes plantations, mais on a des contrôles des parcelles qui n'ont pas, en fait, été... Il n'y a pas eu d'arbre qui a été planté dessus. Et pour ce qui est de la partie statistique, donc, ce webinaire-là est juste tombé un peu trop en avance dans le développement de mon projet. Donc, les tests statistiques puis les analyses s'en viennent. Donc, c'est évident, oui, que ça va être testé statistiquement. Merci. Est-ce qu'on a des questions parmi les intervenants? Sinon, j'ai une autre question d'Yves Dadi Botula, très prolifique en questions, Yves Dadi. Quelle est la problématique du magnésium dans l'application de biosolides? En fait, le magnésium, c'est pas dans les biosolides, en fait, c'est dans les résidus miniers. Donc, c'est ce qui se trouve en dessous des biosolides. Puis, ils sont très riches en magnésium et ça peut, selon mes recherches, donc, ça peut inhiber la croissance de la végétation. C'est pour ça qu'on a choisi des matières résiduelles fertilisantes qui étaient riches en calcium pour rééquilibrer, en fait, le rapport de nutriments. Oui, notamment les bouts de désancrage sont très riches en calcium. Moi, j'ai une question. J'ai vu que parmi les partenaires, il y avait des compagnies privées qui travaillent beaucoup en formulation végétale pour justement reforestiser des sites miniers. Est-ce que la volonté finale, c'est d'arriver à une formule économique, enfin, une formulation économique pour justement aller revégétaliser des sites miniers au Québec ou ailleurs? Ça fait partie de ton travail ou pas du tout? Peux-vous reformuler la question? Si vous oui, est-ce que les résultats de tes recherches vont arriver à une formulation commerciale à terme pour revégétaliser des sites miniers ou on est trop en amont de cette approche-là? C'est pas vraiment sur ça que je me concentre sur mon projet, mais c'est sûr que l'utilisation de matières résiduelles fertilisantes avait un gros impact sur la faisabilité de la restauration de la mine, justement en fonction des coûts. C'est aussi, donc, le grand projet de restauration de la mine, j'ai justement une petite partie, mais se concentre sur la séquestration de carbone et l'utilisation de matières résiduelles fertilisantes. Dans le fond, va un peu rediriger le sort de ces substances-là au lieu qu'ils se fassent incinérer ou enfouir, où on peut utiliser ces matières résiduelles fertilisantes-là à d'autres, dans le fond, à notre avantage pour maximiser le budget carbone, dans le fond, de la restauration. OK. J'ai une petite question, moi aussi. Laurence, il me semble dans ta présentation, tu parles du stockage du carbone dans la biomasse des arbres. Est-ce que tu vas regarder aussi dans ton projet l'évolution du stock de carbone dans le sol, vu que tu utilises des matières résiduelles organiques? Comme j'ai dit, en fait, mon projet est seulement une petite partie du projet de restauration. Ce n'est pas moi qui s'occupe du volet sol, c'est une collègue postdoctorale à la TELUC. Mais oui, ce volet-là est étudié, le stock de carbone dans les sols et les micro-organismes aussi. Parfait, merci. Puis peut-être une dernière petite question, puisque, quoi qu'on en a une autre. Attends, je vais regarder. Oui, on a une question de Emmanuel Demers. Est-ce que l'utilisation d'un couvert végétal spécifique serait envisagée pour contrer l'envahissement des parcelles par le phragmite, qui est très agressif et pourrait nuire à la croissance des arbres plantés? En fait, c'est tout nouveau, les phragmites. On a eu une surprise en allant faire du terrain en octobre, donc c'était pas vraiment présent au début de l'été.
Donc, ce n'est pas une problématique qu'on s'est penché jusqu'à présent, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Là, on le prévoit. Là. On va falloir faire un petit plan de match pour contrer ça. Ça va devoir être pris en compte chez certains, mais on n'a pas trouvé de solution à l'heure actuelle. Puis, penses-tu que les graines de phragmite, elles proviennent du matériau organique ou ça provient du transport par le vent? Ou est-ce que tu as une idée? Je pense pas que ça vient de la matière organique, en fait, des matières résiduelles, parce que ça fait quand même 3-4 ans que, et même avant ça, depuis 2011, que Viridis travaille à restaurer avec des matières résiduelles fertilisantes. Puis on n'a pas, en fait, de mon expérience sur le terrain, j'en ai pas vraiment vu ailleurs dans la mine. Donc, ça doit provenir du vent. Et puis, bon, c'est ça, c'est tout nouveau cette année. Là, donc, c'est pas avec l'épandage que ça s'est propagé. Personnellement, j'ai observé, Marie, des problèmes de phragmite à Black Lake, dans la région de Black Lake. Donc, ouais. C'est fréquent dans cette région? Je ne dirais pas fréquent, mais il y a certaines zones là, où j'ai vu qu'il y a quand même un envahissement important. OK, merci. Si je peux, une dernière petite question. C'est intéressant ton projet. Je me demandais, tu dis que le peuplier hybride, une de tes conclusions, ça semble bien performer sur ce site minier avec un apport une construction de technosol à base de matières résiduelles fertilisantes. Si tu utilisais d'autres types de plants, parce qu'il me semble, sur tes photos, ça ressemble à des plants à racines nues que tu as utilisés, donc de grandes dimensions. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le type de plan à recommander? C'est certain que le type de plan qui a été utilisé a vraiment bien fonctionné, sauf que c'est les mêmes qui ont été utilisés en 2017 aussi, donc c'est pas ce qui influence le plus, je dirais, sur la survie des plants, c'est vraiment la préparation du sol, je dirais. OK, donc ce n'est pas forcément la compétition pour la lumière avec les graminées qui serait responsable d'une mortalité accrue pour les expériences de 2017. Oui, non, OK, j'avais mal compris votre question. Oui, évidemment, en fait, oui, vous avez raison. C'est les conifères donc, sont plus petits, n'ont pas pu survivre à cause de la compétition pour la lumière, pour l'eau, pour les nutriments à cause des graminées. Le fait que les peupliers, le fait qu'on utilise des tiges nues pour les peupliers qui sont plus grands, donc il n'y avait pas de problème de compétition de la lumière. Donc, c'est sûr que ça a eu une influence, oui. Ce qu'on voit aussi, l'intérêt des andins est venu aussi du fait que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de verse. Ils vendent beaucoup dans ces endroits-là, dans ces lieux-là. Et puis, même dans le cas des monticules qui ont été créés en 2017, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet de verse quand même accentué. Il peut même avoir un déchaussement. Donc, c'était de là l'intérêt de créer les andins pour justement créer plus de profondeur dans le racinement. Puis ça semble avoir eu un effet. Là. Même si on voyait que les arbres se couchaient un peu, s'inclinaient avec la force des vents, on voyait bien que le système racinaire était bien en place et rarement exposé. Donc ça, c'est de là que l'idée de la nouvelle technologie par andin est arrivée. Merci Nicolas. Je pense qu'on a épuisé les questions. Donc, merci beaucoup à tous pour vos excellentes présentations. Je suis bien contente du déroulement de ce premier webinaire du 2RLQ. Je vais reprendre la parole. Merci Marie, merci à tous les intervenants, c'était vraiment passionnant. Je voulais simplement vous signaler que le prochain webinaire aura lieu vers la mi-janvier 2021. La date est encore à préciser. Et il sera relié au thème des plantations de résilience, dont le responsable est le professeur Alain Paquette de l'Université du Québec à Montréal et dont les travaux portent sur la relation entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Donc, nous aurons 3 étudiants de son laboratoire qui viendront présenter leurs travaux de recherche. Il y aura 3 thématiques. Il y aura l'effet de la diversité sur la croissance des arbres dans le temps. Ce sera une présentation qui sera faite en anglais. Il y aura aussi l'effet de la diversité sur les traits fonctionnels des arbres tropicaux dans un hotspot de biodiversité à Colombie. Ce sera aussi une présentation faite en anglais. Et il y aura enfin l'aménagement. Il y a un étudiant qui nous parlera d'aménagement des emprises autoroutières et des cours d'école pour l'atténuation des températures. Cette présentation sera faite en français. Donc voilà,
Je voulais, au nom de l'équipe, vous remercier de votre présence aujourd'hui et je vous invite à vous rendre sur notre site Internet pour obtenir plus d'informations sur les activités du réseau. Donc, merci à tous et on se revoit en janvier.